C'est une chance qu'on a eue nos générations, et j'espère que les générations suivantes auront cette même chance de voir la beauté de l'océan et la richesse qu'il peut y avoir dans ces fonds marins. Si ce jeune marin sait à quel point la mer peut être fragile, c'est parce qu'il y a passé du temps. Entre les vacances la tête sous l'eau, puis le travail à sillonner sa surface, il n'a pas attendu d'en savoir plus pour commencer à agir. Lors de notre escale à Concarneau, Simon Bernard, l'un des fondateurs de Plastic Odyssey, est venu à bord d'Hirondelle nous raconter son lien fort à l'océan et son engagement environnemental à travers l'association. Écoutons. Je m'appelle Simon Bernard, j'ai 29 ans. J'habite maintenant à Marseille, mais j'ai grandi à Concarneau, pas très loin, à Tréguin en réalité. J'ai toujours habité au bord de la mer, j'ai toujours été soit dans l'eau, sur l'eau, et j'ai toujours été hyper proche de l'océan. Ça m'a donné envie assez rapidement de passer ma vie pas très loin, donc j'ai fait des études pour être officier de marine marchande. J'ai fini mes études il y a 5 ans maintenant. J'ai navigué sur des bateaux de commerce, porte-containers, ferries, beaucoup de ferries qui faisaient la traversée de la Manche, Bretagne-Angleterre. Donc ça m'a beaucoup plu parce que c'était un métier qui est très varié. On a un des plus beaux bureaux, je pense, au monde, face à la mer tous les jours. Et en même temps, comme on est seul sur un bateau, il faut vraiment apprendre à faire avec les moyens du bord, à se débrouiller. Il n'y a pas de service après-vente en pleine mer, donc il faut vraiment apprendre à tout faire. Et c'est ça qui est bien, on a un panel de compétences et d'apprentissage qui est énorme. Et derrière, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, parce qu'on a ce goût de la découverte, pas avoir peur au final d'un problème, et ça, c'est des bonnes bases après pour monter un projet d'ailleurs. Pour toi, c'est quoi l'océan ? Pour moi, l'océan, c'est un milieu qui est magnifique à voir, mais qui peut aussi faire peur. Et c'est vrai que quand on n'est pas confronté à des tempêtes ou à la réalité en fait du milieu naturel, et l'océan en particulier, ça peut vraiment avoir deux faces. Et je crois que ça nous apprend, et tous les marins ont finalement une sorte de modestie. Parce que quand tu te retrouves en plein milieu d'une tempête, même si t'es sur un gros porte-container qui fait 400 mètres et que t'as l'impression d'être invincible, ah bah tu fais pas le malin, t'es vraiment tout petit face aux éléments. T'as ce côté qui te rappelle que l'homme ne va pas vaincre la nature. Même avec des grosses machines, même avec toute la technique qu'on veut, il faut quand même se rappeler que la nature va l'emporter. Et c'est ça, j'ai l'impression que l'océan nous apprend quand on navigue et quand on se retrouve sur la mer. Comment tu le décrirais à quelqu'un qui ne l'a jamais vu ? Bonne question. Ce qui est assez marrant, c'est que à la surface, tu vois pas grand-chose. Et quand tu mets la tête sous l'eau, t'as vraiment l'impression d'avoir une sorte de deuxième univers que tu découvres, que tu connais pas finalement quand t'as jamais vu l'océan et que t'as jamais mis la tête dans l'eau. Tu découvres une nouvelle vie sous l'eau. Moi, j'ai eu la chance d'être très jeune, de faire beaucoup d'apnée. Quand j'ai eu 5-6 ans, mon père m'emmenait plonger en Corse. J'ai découvert vraiment toutes les espèces. Je me suis intéressé à tout ce qu'il y avait sous l'eau. Et en revenant en Bretagne, en faisant la même chose, pareil, j'ai redécouvert un autre univers. Et en fait, tu te rends compte que, un peu comme les continents que tu peux visiter sur Terre, tu vas avoir aussi des milieux qui sont complètement différents, alors qu'à la surface, c'est pareil. Tu as la même étendue d'eau, alors les couleurs changent. En Bretagne, on dit qu'elle est glace, elle est grise, gris-bleu. Dans le sud, elle peut être vraiment bleu turquoise. Et donc, tu peux avoir des nuances de couleurs comme ça, et dès que tu mets la tête sous l'eau, tu découvres des univers complètement différents. Donc, c'est assez incroyable. Plastic Odyssey, c'est quoi ? Plastic Odyssey, alors ça fait 4 ans maintenant qu'on se creuse la tête pour essayer de trouver une manière la plus impactante pour réduire la pollution plastique de l'océan. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte, en lançant le projet, que la manière la plus... on avait le plus de chances d'avoir un impact, finalement, c'était d'éviter que le plastique arrive dans l'eau. Et donc de faire en sorte que tous les plastiques qui se retrouvent dans des décharges sauvages, qui terminent leur vie dans l'océan, soient collectés et transformés en quelque chose qui a de la valeur. Nous, notre défi, c'est de développer des techniques, des technologies, des savoir-faire, plutôt pour les pays à bas et moyens revenus, donc plutôt les pays du Sud, des endroits où aujourd'hui il y a très peu de traitement des déchets, très peu de collecte, et de développer des systèmes qui sont le plus accessibles possible, sans brevet, et qui puissent être copiés un maximum pour permettre à des entrepreneurs, à des porteurs de projets partout dans le monde
de créer leur petit centre de recyclage du plastique et de transformer ce qui peut être des déchets dans les rues pour en faire quelque chose qui a de la valeur localement. Donc ça peut être des matériaux de construction, ça peut être du carburant si on peut pas le recycler autrement. Trouver des techniques qui permettent de gagner de l'argent avec le plastique qui est sous forme de déchets dans les pays du Sud. Avec le pari que si on arrive à donner une valeur économique à ce plastique, il va être ramassé pour faire vivre des gens et donc il ne sera pas laissé dans la nature. C'est l'axe qu'on a choisi de prendre. On s'est dit que c'était ça qui allait avoir le plus d'impact immédiat si on arrivait à créer du recyclage dans des endroits où il n'y en a pas aujourd'hui. Et tout en aussi travaillant sur la réduction du plastique. On a un axe, on va dire, qui est plus du plaidoyer, de la sensibilisation sur la réduction du plastique, faire connaître des matériaux alternatifs, surtout pour les industries qui utilisent du plastique. Aussi pour le grand public qui vit avec tous ces emballages à usage unique. On aimerait justement faire changer un peu ces modes de vie, mais surtout au niveau des entreprises qui utilisent en grande quantité des plastiques. On se concentre plutôt vers des applications professionnelles, que ce soit pour le recyclage ou pour la réduction du plastique. Et pourquoi le plastique ? On était assez passionnés par tous les projets qui ramassaient le plastique en mer au début, et on a juste parlé avec des gens qui travaillaient dans ce domaine-là, des scientifiques, et on a lu beaucoup d'articles scientifiques, et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de plastique qui flottait à la surface de l'eau. C'est une quantité vraiment infime, et que le plastique qui flotte, on peut très difficilement le valoriser parce qu'il est plein d'eau, il est dégradé, il est salé, donc c'est très compliqué. Et que l'océan est immense, 70% de la planète, donc on va pas aller ratisser l'océan pour pêcher quelques bouts de plastique, alors qu'il y en a partout sur les côtes, avec des densités énormes. Il y a des montagnes de plastique, donc qu'est-ce que on va aller dépenser de l'énergie et du temps à essayer de ramasser des plastiques, alors que finalement les côtes forment, il y a des études dernièrement qui ont montré que les côtes sont des filets géants à déchets et à plastique, et qu'au final, les déchets qu'on met dans l'océan se retrouvent rapidement attrapés par les côtes. Se concentrer sur du ramassage à terre et surtout permettre à des gens d'en vivre, ne pas dépendre de toujours plus de subventions pour aller laborieusement collecter les déchets, et tout en sachant que ça continue de se déverser, en se disant comment est-ce qu'on arrive à déjà fermer un peu ce robinet-là, tout en bossant aussi en amont sur des moyens de faire autrement, parce que sinon on s'en sortira jamais. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de confusion au début, parce qu'on a, pour aller diffuser toutes ces technologies de recyclage, on a fait le choix d'utiliser un bateau, de faire une expédition en bateau, sur un navire qui est plutôt un navire démonstrateur, ambassadeur de solutions, qui embarque tout un atelier avec une dizaine de machines de recyclage pour aller en faire la promotion dans les pays les plus touchés. Donc en fait, remonter le problème à la source, aller faire escale dans les pays, dans les villes, où aujourd'hui on a très peu de recyclage, très peu de collecte du plastique, pour partager et aussi apprendre de ce qui se fait localement pour le partager ailleurs. Typiquement, au Caire, il y a vraiment un puits de connaissances et plein d'initiatives sur le recyclage qui sont pas connues. Ça va être une des premières escales. L'idée, c'est d'aller documenter tout ce qui se fait là-bas pour le partager ailleurs, et le broyeur construit au Caire, qui fonctionne, qui a été éprouvé depuis 40 ans, qu'on puisse le partager à d'autres qui vont pouvoir faire ça au Sénégal ou en Asie. Il y a eu beaucoup de confusion parce que les gens associent souvent, quand on parle de bateau et de plastique, on se dit il faut aller ramasser le plastique en mer, donc ils doivent aller ramasser le plastique en mer. Et en fait, on avait beau expliquer qu'il n'y avait pas de plastique qui flottait, on avait beau expliquer que le bateau était un démonstrateur, mais qu'il n'allait pas ramasser de plastique. D'ailleurs, il n'y a pas de filet à l'arrière, il n'y a rien. Et c'est tellement ancré dans l'esprit du grand public que les gens veulent qu'on aille chercher de plastique en mer. À la fin, quand on expliquait qu'on n'allait pas le ramasser, les questions qu'on avait à chaque fois, c'est « Ok, mais comment vous allez faire pour nettoyer le 7e continent ?» Alors qu'on avait passé 10 minutes à expliquer que le 7e continent de plastique, c'était une manière de sensibiliser les gens, mais que c'est des microparticules et que finalement, ça ne représente pas grand-chose. On ne peut pas le ramasser à la pelle comme on pense. C'est hyper marrant parce que on a tellement vu des photos de plastique qui flottent qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est ça le problème, alors que n'importe quel marin pourra témoigner du fait qu'il n'y a pas d'île de déchets, il n'y a pas de plastique qui flotte en grande quantité. Alors on voit des déchets qui flottent, mais pas de là à avoir un filet et ramasser les plastiques. C'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de changer dans l'esprit des gens, parce que les médias commencent à comprendre que le plastique ne flotte pas, très peu en tout cas, et que les solutions sont à terre. Donc ça, petit à petit, ça commence à arriver. Une fois que maintenant les gens sont sensibilisés au problème, on arrive vers des solutions qui sont de plus en plus pertinentes.
jusqu'à le recyclage n'est pas une solution non plus, et à terme, surtout dans des pays où on a beaucoup de moyens comme en France, en Europe, la phase de réduction et d'alternative est primordiale. Et vous arrivez à entrer en discussion avec l'industrie ? Ce qui est très compliqué à chaque fois qu'on discute avec des entreprises qui commercialisent des produits qui ont du plastique, c'est qu'on se rend compte que forcément c'est pas facile. Et à chaque fois, on a tendance à se dire « Ah, mais il n'y a qu'à faire comme ci, il n'y a qu'à faire comme ça, il suffit juste de changer ce matériau par cet autre matériau. » En fait, c'est pas du tout aussi simple que ça, parce qu'il y a des tas de réglementations, des tas de contraintes qui empêchent à chaque fois, qui sont des vrais casse-têtes. Souvent, c'est pas parce que les entreprises ne veulent pas, c'est parce que c'est quand même très très difficile. Et même si on veut changer les choses, c'est des coûts tellement énormes pour changer des chaînes de production, que c'est vraiment des challenges. Je pense qu'il y a une volonté, parce qu'aujourd'hui les consommateurs sont vraiment de plus en plus soucieux de ces problématiques-là, donc tout le monde sait qu'il faut arrêter le plastique, qu'il faut retourner vers du vrac. Ça commence vraiment à être une préoccupation des entreprises, et maintenant pour passer de la volonté aux actions et à l'implémentation dans tous les magasins et changer les chaînes, c'est énorme en fait. On s'en rend pas compte quand on travaille pas concrètement dessus et on se penche pas dessus. Comment t'imagines Plastic Odyssey dans 10 ans ? Alors, il y aura sûrement plus de bateaux, parce que l'expédition est vraiment là pour communiquer, démontrer, convaincre des gens. Derrière, on va passer à une phase beaucoup plus terrain, on va dire, où il faut que tout ce qui a été développé, toute la recherche qui a été créée et tous les contacts, les gens qui ont été fédérés autour de ce projet, que concrètement, on en fasse des initiatives, qu'on aide des entrepreneurs à créer leur centre de recyclage dans les pays à bas et moyens revenus. Ça va commencer dès le début de l'expédition. On va lancer une structure d'accompagnement aux entrepreneurs pour faire du conseil technique, apporter un maximum de soutien, que ce soit même aller chercher des financements pour aider à lancer des centres de recyclage. Et ce qu'on voudrait à terme, c'est vraiment être une structure qui facilite la création de centres de recyclage et d'initiatives de réduction à terme, on espère, d'alternatives au plastique aussi, mais favoriser la création de petites entreprises dans les pays du Sud pour lutter contre la pollution plastique. Je pense qu'il y en aura encore bien besoin, parce que la production de plastique est exponentielle, même si on voit au quotidien, en tout cas dans nos sphères, que les mentalités évoluent, que les gens essayent de faire attention. En fait, la marche à franchir, elle est tellement énorme. Aujourd'hui, la consommation de plastique est exponentielle. Elle est même pas stable, elle augmente énormément. On a beau passer des lois, essayer de trouver des alternatives, faire changer les mentalités. Dans 10 ans, on sera sûrement, je pense malheureusement, dans une situation encore pire qu'aujourd'hui. Parce que tout prend du temps finalement. Dans 10 ans, ce sera vraiment le moment où il faudra cravacher dur pour stabiliser et faire en sorte de réduire cette pollution. Les problèmes environnementaux dont on parle actuellement, ça t'inquiète ? Ouais, beaucoup dans l'équipe en général aussi. Et on essaie de pas trop y penser parce que à force c'est celui qui revient souvent sur la table. Et forcément, on se questionne beaucoup, on essaie de réfléchir à quel est le meilleur axe, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un impact, etc. C'est très compliqué et chaque fois on n'arrive pas à trouver une solution et c'est très frustrant. Je pense que c'est le cas pour plein de gens. On essaie de pas y penser trop souvent et vraiment de se concentrer sur qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui qui va dans ce sens-là, avoir le maximum d'impact le plus rapidement possible en se mettant des objectifs qui sont quand même atteignables et en franchissant comme ça pas par pas. Et je pense qu'en fait il y a quand même un espoir quand on voit les changements dans les sociétés, la vitesse à laquelle ça peut se faire avec le numérique, avec tous les changements qu'on a pu nous connaître au cours de notre génération. Ça donne beaucoup d'espoir parce qu'on se dit que si ça peut changer dans certains domaines, ça peut changer très rapidement, radicalement dans plein d'autres domaines. Donc c'est pas perdu, loin de là. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour l'océan ? Alors, s'il y a quand même quelque chose qui est un peu annexe à Plastic Odyssey, parce que Plastic Odyssey, on travaille sur le recyclage. Mais on a un bateau de commerce qui est petit pour un bateau de commerce, il fait 40 mètres, mais qui est quand même assez conséquent et on retrouve toutes les fonctionnalités d'un vrai bateau de commerce. Le transport maritime, ça représente 90% du transport de marchandises, donc c'est une des problématiques qui est importante, qui me touche. C'était mon métier avant, maintenant je suis armateur, donc ça me touche encore plus. Et donc là, on travaille beaucoup sur toutes les manières de réduire l'impact
sur l'océan et l'environnement de notre bateau qui pourrait servir aux autres armateurs. On est prêt à tester tout et n'importe quoi, parce que finalement on n'a pas d'impératifs commerciaux, on peut tester des choses qui fonctionnent pas, c'est pas très grave, donc on veut aussi servir de ce bateau comme un laboratoire. Typiquement, on a commencé avec quelque chose qui est très proche de notre problématique, c'est que sur les bateaux on a toujours des bouteilles d'eau. Pourquoi, c'est assez mystérieux, mais on utilise encore plein de bouteilles d'eau sur les bateaux alors qu'il y a de l'eau partout autour et qu'on sait dessaler l'eau et c'est pas un problème. Mais il y a quand même un souci d'avoir de l'eau potable, sans chlore, etc. On travaille sur un système avec Innovaya, un super projet qui travaille sur des systèmes d'ultrafiltration d'eau pour les pays du Sud. Et on installe en ce moment un système qui va nous permettre d'avoir de l'eau potable sans goût à disposition à l'intérieur du bateau et qui pourrait être installé sur tous les bateaux de commerce. Pareil, on a envie de tester des systèmes de routage météo parce que ça se fait encore assez peu sur les bateaux de commerce, le routage météo. On n'utilise pas assez le vent et les courants pour réduire la consommation de carburant. On travaillait aussi sur l'utilisation de kitesurf, donc propulsion vélique, pour diminuer la consommation de carburant. Avoir du contrôle du carburant pour régler au mieux les moteurs ou avoir des systèmes qui permettent de limiter la pollution. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a envie d'installer. On a vraiment envie de travailler là-dessus. On est les plus jeunes membres d'Armateurs de France. Je pense qu'on a aussi un peu l'écoute des armateurs qui sont de plus en plus tournés vers ces problématiques-là, qui savent que c'est des problématiques d'avenir et qu'il faut s'y pencher maintenant. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a bien envie de faire. Et si tu devais distinguer un enjeu principal auquel fait face l'océan aujourd'hui, pour toi, ce serait quoi ? Alors, je vais pas dire le plastique, ce serait trop facile. Mais je pense qu'il y a des pollutions qui sont beaucoup moins visibles que le plastique et qui sont peut-être plus importantes. En fait, le plastique, c'est une bonne porte d'entrée pour parler des problèmes de pollution parce que c'est visible, justement. Et même s'il y a une grande partie qui est en microparticules qui se voit pas, on sait quand même quelque chose qui marque les esprits. Et aujourd'hui, il y a des pollutions chimiques, notamment, beaucoup dues à l'agriculture, mais pas que, beaucoup de pollutions chimiques qui entraînent des pollutions invisibles, qui ont des conséquences assez dramatiques. Je pense que c'est toutes ces pollutions un peu invisibles qui, petit à petit, sont en train de ronger l'océan et qui seront peut-être la deuxième problématique après les problématiques vraiment visibles. Aujourd'hui, on parle beaucoup du plastique qui flotte parce qu'on veut montrer des photos, on veut montrer quelque chose de tangible, de visible. Donc on montre des photos de plastique qui flottent. Alors que la réalité n'est pas du tout là. Alors c'est bien parce que ça sensibilise, mais de l'autre côté, les gens ont envie d'aller le ramasser. Tout le monde a envie d'aller ramasser le plastique, alors que la problématique n'est pas du tout là. Finalement, pour ces pollutions invisibles, c'est un peu la même chose. On peut pas le montrer, et donc il faudrait trouver une manière de rendre concret et visible cette pollution-là, pour marquer les esprits. Et c'est vrai qu'on parle des boues rouges en Méditerranée, des résidus de produits toxiques issus de la guerre en Manche. Enfin, il y a des tas de pollutions finalement qui sont là, qui sont pas encore visibles aux yeux du grand public, et je pense qu'il faut réussir à le rendre concret, le mettre en scène, je sais pas exactement comment. Moi j'aime bien les actions un peu décalées, les moyens en fait de sensibiliser, mais qui sont pas classiques, où on va faire de l'affichage, faire des études scientifiques, ou vulgariser des études scientifiques, parce que finalement c'est des choses qui vont moins intéresser la majorité, ça reste une toute petite catégorie, alors qu'on peut faire des actions basées sur les techniques finalement de communication et de pub des grands groupes, faire des actions qui sont très fortes. Sur le plastique, il y en a plein, il y en a deux d'ailleurs assez marrantes. MTV qui a fait un clip qui a super bien marché, où ils ont ramassé du plastique, ils ont fait des sextoys avec, et ils ont envoyé les sextoys avec marqué Instead of fucking the ocean, do it with yourself. Ils ont envoyé ça à des influenceurs, et ça, c'est une des manières de sensibiliser qui marque énormément les esprits, qui est efficace parce qu'elle touche pas que ceux qui sont sensibles à la protection de l'océan. Et ça, j'aime bien, ça me plaît beaucoup. Et j'aurais bien envie de trouver des manières comme ça, un peu décalées, de sensibiliser à des grands problèmes, mais avec beaucoup d'impact finalement, parce que ça interpelle vachement. Si chaque année, des grands groupes investissent autant dans la publicité, c'est parce qu'elle peut réellement influencer nos comportements.
Bon gré ou malgré nous, les images que nous voyons participent à former notre vision du monde. L'océan, longtemps vu comme un espace tellement grand qu'il serait prétentieux de prétendre pouvoir le modifier, souffre de son image. Sous son aspect bleu, immense et pur, nous commençons seulement à voir les dégâts que nous lui causons. Des opérations de communication fortes, décalées et percutantes peuvent venir renforcer le changement de regard sur cet écosystème, surtout si en parallèle des projets innovants comme Plastic Odyssey, qui cherchent à traiter les problèmes à leur source, poursuivent le travail de fond. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future, le podcast où les relations humains-océans prennent toute la place. À bientôt sur sailinghirondelle.com pour une prochaine rencontre.